Bonsoir, chers amis, chers publics. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle séquence de débat et merci à nos invités. Merci aux amis qui sont en direct avec nous de RDC, notamment l'équipe autour de Madame Nunu Salufa, qui est directrice de l'association de la promotion entrepreneuriat féminin en RDC, qui vont nous expliquer comment a été monté ce fabuleux film. Elsem est très enthousiaste au niveau du titre. Elsem, le monde de demain. Et ensuite, nous avons autour de nous, en direct avec nous, hein, online, comme on dit, donc Nathalie Barbe, réalisatrice du documentaire, et puis Luc Muller, que je remercie également, qui est agriculteur, pas très loin de Metz. Et donc, nous vous remercions de participer à ce débat. Comme nous sommes assez nombreux, je vais proposer de vous laisser plutôt la parole plutôt que nous, on ne la prenne. Juste pour rappeler au public qu'ils peuvent voter pour le prix du public. Et donc, sans plus attendre, je souhaiterais donner la parole à Madame Nunu Salufa pour nous donner ses impressions et nous dire un peu ce qu'elles font en RDC pour justement donner cet espoir avec ces femmes. Merci beaucoup pour la parole. L'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin APEF est une association, est une organisation des droits congolais créée le 7 février 1987. Déjà, nous avons 25 ans d'existence. Elle accompagne les femmes et les jeunes en situation de vulnérabilité en vue d'accroître leurs moyens et aussi envie d'améliorer leur position ainsi que leurs conditions économiques, sociales et politiques. Et cela par le renforcement de leurs compétences et de leurs revenus. APEF intervient dans 3 domaines principaux: le domaine de promotion des droits, de la lutte contre les violences basées sur le genre, et de la consolidation de la paix. Le deuxième domaine, c'est le renforcement économique par des formations en métiers techniques et par aussi des formations émancipatrices, par l'appui à l'agriculture. Je ne sais pas si on vous entend bien. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous avez bien entendu l'intervention de Madame Saloufa? Oui, non? Donc, je propose que nous passions la parole peut-être à Madame Nathalie Barbe pour qu'elle nous dise aussi ses impressions suite au premier film aussi, et puis évidemment le sien. Oui, alors c'est vrai que le son était un petit peu faible précédemment, mais j'ai regardé le court-métrage, j'ai regardé ce groupe de femmes. Moi, ce qui m'a intéressé là-dessus, c'est l'autonomie et l'indépendance. Et ça m'a rappelé ce qu'on voit un petit peu en France, parce que je suis journaliste agricole à la base, où on dit beaucoup que l'agriculture repart du bas, et de ces groupes où on tire beaucoup d'expérience, où chacun apprend de l'autre. Et j'ai trouvé que l'introduction avec le court-métrage était vraiment très intéressant et très positif, au-delà évidemment de l'émancipation des femmes. Pour revenir à mon film, alors évidemment, ça fait une drôle de transition. On est dans une histoire dédiée à des éleveurs qui se positionnent comme des lanceurs d'alerte. On est sur une controverse de santé publique.
Ce sont des éleveurs qui racontent tous la même histoire à travers leurs témoignages. La proximité d'un ouvrage électrique et derrière des difficultés sanitaires. Alors je regardais les petits commentaires qui étaient faits par Nicolas le temps sur la diffusion. Oui, je voyais par rapport aux énergies renouvelables, il y avait une petite mise en garde. Effectivement, ça touche tout type d'ouvrage électrique. Ok, merci pour cette introduction. Monsieur Muller, Luc, que penses-tu de ces deux documentaires? Et puis, toi qui es agriculteur, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter comme éclairage? Disons, bonsoir tout le monde, hein. D'abord, le problème, c'est que c'est deux films complètement différents. L'un est plus dans l'espoir et le deuxième est un peu dans le désespoir. Bon, pour faire un lien entre les films-là, moi j'aime bien l'idée que vient d'exprimer la réalisatrice, la Nathalie Marbre, que l'agriculture peut repartir du bas. Parce qu'en fait, dans les deux cas, on se rend compte que si on est isolé et si on prend tous les malheurs de nos élevages sur nous-mêmes, en se frappant d'abord le poitrain en disant qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, ou qu'est-ce qu'on a fait mal, effectivement, on peut rester longtemps dans ses soucis, dans ses problèmes, et c'est vraiment que la parole qui peut libérer et le collectif qui peut aider. Ça, c'est le lien que je ferai entre les deux films, quoi. Et ça me paraît extrêmement important, avec, comment dire, l'apport du premier film, où on est vraiment, on revient sur l'alimentation et le rôle de l'alimentation d'une façon générale dans notre vie quotidienne et dans les liens de société. Merci Luc. C'est vrai que les films pourraient être complètement déconnectés et pourraient servir de support à des débats en tant que tels. Mais malheureusement, dans le cadre de l'organisation, de la programmation de ce festival, c'est toujours assez délicat. Mais pour nous, c'est intéressant d'avoir ce débat et de voir au niveau global les questions qui sont posées, les questions qui sont posées en Afrique à ces femmes, et puis les femmes aussi, les familles qui sont sous ces lignes à haute tension, et donc ça mériterait un débat sur les énergies renouvelables, les éoliennes. C'est très pointu quand même, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'entrer dans ces questions très pointues des énergies renouvelables et des conséquences sur les animaux. Alors, je voudrais peut-être revenir vers vous en Afrique, en RDC. Est-ce que vous pouvez, en essayant de parler un peu plus fort, expliquer en ce moment comment ça se passe avec cette coopérative de femmes, comment elles s'en sortent mieux? Je parlais par rapport aux coopératives des femmes qui font l'agriculture. Donc, on a compris que dans cette coopérative, donc, il y a l'implication du genre dans les activités de l'agriculture. Donc, il y a les hommes et les femmes qui se mettent tous dans cette quête. Mais les grands problèmes qu'on a rencontrés au sein de l'agriculture au niveau de la RDC, c'est juste une faible maîtrise de certaines techniques agroécologiques que nous sommes en train de sensibiliser, et pour que les gens comprennent que quand même il faut intégrer plus l'agroécologie dans leur agriculture pour qu'ils puissent produire plus au lieu d'utiliser les engrais organiques, parce que nous, on n'est pas avec les engrais chimiques tels que je voulais le dire. Nous, on sensibilise plus sur les engrais organiques, et les paysans ont donc
Mais je suppose que vous n'avez pas encore les soucis que nous avons vus dans le reportage de Madame Barbe. Vous n'en êtes pas encore là et donc on espère que vous arriverez à y échapper. Madame Barbe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à vous orienter vers ces questions? Est-ce que c'était les agriculteurs qui ont fait appel à vous ou alors est-ce que c'était un sujet qui vous avait interpellé par ailleurs? Non, alors à l'origine, j'étais journaliste agricole dans le département de la Sarthe. Et j'ai rencontré un couple d'éleveurs qui avait des soucis à cause d'une antenne relais. C'est un problème en fait qui a été évoqué en 2015, mais c'était un problème qu'ils ne souhaitaient pas médiatiser. Et j'ai respecté en fait cette demande et je suis restée en contact avec eux. Et puis un jour, en juillet 2018, oui c'est ça, ce couple me rappelle en me disant ça y est, on est prêt, on va parler. Et quand je les ai rencontrés, il y avait pas 2 personnes, ils étaient 7 autour de la table. En fait, ils avaient formé un petit collectif d'agriculteurs qui avaient tous les mêmes problèmes et puis des agriculteurs retraités qui avaient l'intention de se battre à leur côté. Et ce petit groupe de 7 personnes a grossi au fil des réunions publiques. Donc en fait, j'ai pas choisi le film, c'est une histoire qui est venue à moi, c'est une histoire humaine, hein, c'est une histoire de rencontre. Luc, toi qui es pas très loin des éoliennes, est-ce que cette thématique est abordée avec les agriculteurs bio de Moselle, de Lorraine? Alors oui, effectivement, hein. Alors on n'a pas eu jusqu'à présent, enfin, j'ai pas connaissance de problèmes très dramatiques, mais effectivement, certains voisins avaient des problèmes, notamment de cellules sur le lait, hein, parce que c'est un indicateur qui est assez facile en élevage laitier et sur lesquels on se casse souvent la tête. Et depuis, eux ont fait venir un géobiologue, et depuis, on a fait des formations avec un géobiologue, notamment Luc Leroy, là, qui est interviewé dans le film. Et le réseau bio a effectivement commencé un peu par faire intervenir dans ces formations, mais la Chambre d'agriculture a pris le relais. Mais comme je disais, à ma connaissance, on n'a pas de problème vraiment dramatique sur la Moselle, mais c'est des choses qu'on rencontre avec des problèmes d'éoliennes parce qu'il y avait une antenne relais, il y a des failles. Il y a des failles qui relient justement ces courants nocifs et ainsi de suite, quoi, voilà. Alors, Claude? Alors, je reviens sur une question qui nous est posée. Dans le second film sur les champs électriques, on a l'impression que les expertises sont faites essentiellement du côté d'EDF. Donc, est-ce que Madame Barbe, il y a eu des expertises contradictoires, entre guillemets, à la demande des agriculteurs ou de leur regroupement, de leur association, ou est-ce qu'ils ne peuvent s'appuyer uniquement sur ce côté expertise de la part d'EDF? Alors, en fait, on a un historique en France qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays en Europe, parce que ces histoires d'éleveurs ne sont pas propres à la France. On a un historique qui est évoqué dans le film, c'est la création d'un organisme qui s'appelle le GPSE, le groupe permanent de sécurité agricole, qui a été créé en 1999 à l'initiative d'un ancien ministre de l'Agriculture, Louis Pinsec. Il a été créé pour aider ces éleveurs qui rencontraient donc à la base des difficultés sous les lignes de tension. Donc c'est eux qui ont gardé la main sur les expertises. Ce groupe permanent ne dispose pas de fonds publics pour l'aider à fonctionner. Donc petit à petit, les opérateurs électriques qui en étaient membres se sont retrouvés les financeurs principaux de ces expertises qui étaient menées chez les éleveurs. Alors, parallèlement à ces expertises financées par les opérateurs, les éleveurs ont mené leurs propres enquêtes et ont fait intervenir
des experts, en tout cas des experts indépendants, mais des experts indépendants qui, devant les tribunaux, ont échoué à faire reconnaître une autre vérité que celle qui était acquise par les expertises, entre guillemets, officielles. Oui. Alors, une question pour nos amis africains. On a eu en début d'après-midi un autre film sur la problématique des éleveurs, et notamment autour du poulet. Est-ce que, à partir de votre expérience de coopérative au sein de la République démocratique du Congo, vous avez connaissance d'avoir pu essaimer ou inspirer, développer des démarches similaires dans d'autres pays voisins en Afrique? On n'a pas bien compris la question. Alors, je répète, oui, je disais en début d'après-midi, on a eu un autre film sur l'élevage du poulet et les conséquences désastreuses des exportations de l'Europe vers l'Afrique. Par rapport à votre expérience de coopérative, est-ce que vous avez connaissance d'avoir pu essaimer ou développer des initiatives similaires dans d'autres pays autour de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, par rapport à l'élevage, oui. Donc, par rapport à l'élevage, il y a beaucoup de problèmes. Et au niveau de la RDC, il y a des trucs qui sont importés vers la RDC. Et au niveau de la RDC, nous avons aussi, nous faisons aussi de l'élevage et nous avons des mutuelles qui sont adaptées au niveau local. Et ça crée toujours des problèmes parce que les bêtes importées ne sont pas du tout adaptées et ça pose des problèmes. Et par rapport à nos coopératives qui font toujours de l'élevage, ils préfèrent souvent faire l'élevage avec les bêtes locales pour adapter par rapport à ce qui. Merci. Peut-être une question à Luc. À Luc, en tant que un peu responsable du regroupement des agriculteurs bio de Lorraine ou de Moselle. Est-ce que vous pratiquez de la coopération avec le Sud, avec des structures, des associations? Est-ce que vous mettez en place des partenariats avec ce genre d'entreprise de nos amis de RDC? C'est-à-dire qu'au niveau du réseau, pas directement, mais individuellement, on est souvent contacté pour intervenir, pour conseiller ou pour accueillir des gens et montrer quelles sont nos pratiques bio de base pour comment dire pour sortir justement de ces dépendances de l'appro. Donc c'est pas forcément le réseau en tant que tel, mais c'est plutôt sur des implications individuelles, on va dire. Parce qu'on a forcément des sensibilités vers tous ces problèmes-là et vers toutes ces relations internationales, quoi. Hein, on est souvent hors comment dire, syndicat majoritaire, hein, pour ne pas citer la Confédération paysanne, on est plutôt Confédération paysanne. Et au niveau de la Confédération, il y a un mouvement international, bien sûr. À Madame Barbe, peut-être, vous qui êtes donc journaliste et qui connaissez bien le monde agricole français, je suppose, européen et international, est-ce que vous voyez cette évolution qu'on a l'impression quand même de voir avec les jeunes qui s'intéressent au climat, qui demandent aux élus de réagir? Est-ce que dans le monde agricole qu'on voit bouger ou qu'on a l'impression de voir bouger, est-ce que vous ressentez cette évolution?
Alors, d'abord, je l'ai ressenti à double titre. D'abord dans la presse agricole, parce qu'on a eu ces 10 dernières années un traitement de l'information agricole qui était complètement différent. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on était attaché à l'agriculture conventionnelle et petit à petit est arrivé dans nos pages des agricultures diversifiées, évidemment, à commencer par l'agriculture biologique. Et on avait de larges débats dans la rédaction pour savoir quelle place on accordait et quelle importance ça pouvait jouer dans l'avenir en termes d'information technique. Donc ça, il y a vraiment eu une révolution sur l'information agricole qui est propre aux nouvelles agricultures. Tout à l'heure, j'entendais parler d'agroécologie. Dans la Sarthe, justement, on avait les pionniers de l'agroécologie. Et toutes ces influences-là, oui, on voit que ça, on voit bien maintenant que ça génère de nouvelles vocations. On a quand même, il faut pas oublier que dans les classes aujourd'hui, dans les formations agricoles, on a quasi 45% des effectifs de jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole, donc qui n'arrivent pas avec un formatage. Et qui sont, eux, porteurs d'un renouvellement de l'image de l'agriculture, d'un renouvellement des pratiques. Et est-ce que vous pensez justement que ces jeunes pourront s'installer parce que les fermes, la terre, ça coûte cher et effectivement, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui arrivent à la retraite, mais il faut avoir, dirons-nous, les reins assez solide pour s'installer et puis pour je dirais s'endetter pour acheter une ferme. Mais tous ne s'endettent pas. Il y a plusieurs circuits à l'installation. Il y a un circuit traditionnel où on retrouve un effet, surtout dans les élevages bovins, des investissements qui sont conséquents. Mais on a aujourd'hui des jeunes qui s'installent, qui restent locataires de leurs terres, qui restent avec des projets, des troupeaux j'allais dire moyens, hein, des troupeaux de 50 vaches et pas de 200. Qui ont des projets qui sont tout à fait viables. On va aussi dans la diversification, au-delà de l'élevage, on multiplie des ateliers sur les fermes. Donc non, il y a plusieurs voies d'installation. Il ne faut pas oublier qu'il y a le travail aussi que fait Terre de Liens sur l'accession au foncier. On a en Bretagne, dans le Marais breton, il y a de belles expériences comme ça d'installation paysanne et via Terre de Liens. Et on a plusieurs circuits d'installation. Donc il y a ceux qui feront une installation très classique avec un financement assez lourd, et il y a ceux qui font le choix de projets plus petits, plus pensés, mais qui nécessitent un investissement bien plus réfléchi. Et là, je m'adresserai, merci beaucoup Nathalie. Peut-être une petite question pour Luc, parce que Luc a commencé il y a un certain temps en agriculture biologique. Il faisait partie de ces agriculteurs qui ont galéré pour vraiment s'installer, pour continuer à croire à l'agriculture bio. Alors aujourd'hui, tout le monde est censé et est intéressé par cette agriculture, par manger bio. Alors, est-ce que ça va mieux au niveau de la ferme que par le passé? Je suppose, et je te le souhaite. Oui, je te remercie. Ouais. Ça va mieux parce qu'en fait, je suis aujourd'hui uniquement sur la vente directe, ce qui est à la fois une réussite et un échec. Parce qu'en fait, j'ai longtemps milité pour qu'il y ait un travail collectif, qu'il y ait une marque, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des outils communs. Et à ce niveau-là, pour l'instant, c'est un échec. Alors, je ne désespère pas complètement, mais c'est pour ça que l'expérience africaine me plaît beaucoup. On est, comme je disais en introduction, on est reparti sur l'importance de l'alimentation, on est reparti sur l'importance de l'économie, et on est reparti sur l'importance du collectif. Et ça, aujourd'hui, je crois que ça nous manque encore, même dans l'engouement actuel de la bio, ça nous manque encore tous ces outils et tout cet esprit, on va dire, collectif et associatif, quoi. Donc tout n'est pas gagné quand même. Voilà. Et en même temps, je dirais que
on est en train de changer d'état d'esprit dans les campagnes, mais il y a quelque chose de très ancré encore sur cette idée qu'on peut nourrir le monde, et alors qu'on crée des déséquilibres incroyables en pratiquant certaines importations et certaines exportations, quoi. Merci. Dans les deux sens, ça peut être très négatif. Voilà. Une question à nos amis africains, c'est cette histoire des terres. Est-ce que, par rapport à l'implantation d'autres coopératives, est-ce que ça existe également en République du Congo ou autour, notamment avec la question de l'accaparement des terres? Est-ce que vous avez ces difficultés? Oui, nous avons ces difficultés. Bon, on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est une difficulté que les femmes sont heurtées, hein. Donc, elles sont heurtées à la difficulté d'accès à la terre. Parce que, vous voyez, même la coopérative, hein, donc, n'a pas beaucoup d'espace. Actuellement, il y a la question aussi des spoliations des terres. Comme il y a cette question-là, les paysannes, donc des femmes que nous accompagnons qui n'ont pas de moyens, donc n'arrivent pas vraiment à accéder à la terre. Ça pose des problèmes pour en tout cas bien mener leur activité agricole. Eh bien, écoutez, le temps passe tellement vite que nous arrivons déjà au bout de ce débat. En tout cas, mille merci à nos amis qui nous ont rejoints donc de la République du Congo. J'espère qu'on pourra compter sur vous lors d'autres éditions de ce festival dédié à la transition écologique. Merci à vous, Nathalie Barbe, de nous avoir éclairés. Et merci, Luc, d'avoir été parmi nous aussi. Vraiment, c'était très, très intéressant. Et puis, donc, à notre public, n'oubliez pas de voter pour le prix du public. Merci encore à vous et nous passons, parce qu'il est l'heure, je crois, nous passons à la séquence suivante, c'est-à-dire The Great Green Wall. Donc, c'est la grande muraille verte.